Hier soir, nous nous sommes quittés avec notamment la cérémonie de la remise des défis d'or. C'est vous dire tout le bonheur que nous avons eu de récompenser ceux qui se dévouent au service de nos personnes âgées. Eh bien, écoutez, nous allons continuer nos travaux durant toute cette matinée. Je vous laisse entre les mains des différents intervenants, entre les mains des différents animateurs de table ronde, et puis nous nous retrouverons autour de 13 heures pour clore ce 14e défi autonomie, et puis tendre les perches vers le 15e. On en parle tout à l'heure. Merci à vous. Bonjour, c'est Jérôme Gage. Il était prévu que je puisse animer cette table ronde importante consacrée aux acteurs de terrain. Les circonstances, on les connaît tous et nos emplois du temps volent en éclats souvent. Et donc, je remercie Pierre-Marie Chapon qui anime cette table ronde et j'aurai plaisir à vous retrouver à la fin pour la conclure et répondre aux questions qui m'auront été adressées. Bonjour à toutes et à tous pour cette seconde journée du colloque portant sur la réforme du grand âge. Quelles leçons tirer de la crise du Covid? Bonjour Christelle. Bonjour Karine. Nous intervenons ce jour pour introduire les tables rondes dont l'objet sera les professionnels du grand âge, quelles initiatives remarquables, quelles leçons pour demain. Et plus particulièrement sur celles concernant les acteurs de terrain animés par Monsieur Jérôme Gage, ancien président du conseil départemental de l'Essonne et auteur du rapport intitulé « Lutter contre l'isolement des personnes âgées, fragiles et isolées en période de confinement ». Dans son discours du 13 juin 2018 devant le congrès de la Mutualité française, le président Macron faisait le constat en ces termes. Le vieillissement de notre population soulève un défi, celui du grand âge de la dépendance. La dépendance est là et un nouvel âge vulnérable de la vie est en train de s'installer. En effet, selon l'INSEE, au 1er janvier 2020, la population française continue de vieillir. Les personnes âgées d'au moins 65 ans représentent 20,5% de la population. Leur part a progressé de 4,7 points en 20 ans. Si les tendances démographiques et l'amélioration de l'état de santé se poursuivent, la France, hors Mayotte, compterait 4 millions de seniors en perte d'autonomie en 2050, soit 16,4% des seniors. Pour améliorer la prise en charge des personnes vieillissantes et en perte d'autonomie, les gouvernements successifs ont travaillé à la recherche de solutions jusqu'à la création d'une 5e branche. En effet, fin juillet 2020, le Parlement adoptait, lors d'un ultime vote à l'Assemblée, les projets de loi relatifs à la dette sociale. Ainsi, la création d'une 5e branche de la sécurité sociale consacrée à la perte d'autonomie et au handicap a été validée. La création de cette nouvelle branche répond aux enjeux relatifs au vieillissement de la population et à la hausse des dépenses liées à la perte d'autonomie des personnes âgées. Les acteurs du grand âge se répartissent en 3 catégories. Les institutionnels, comme la CNSA, les conseils départementaux ou encore les CARSAT, les acteurs associatifs et enfin la sphère familiale. De par la multitude d'acteurs et d'actions à destination des personnes âgées, il est souvent difficile pour les bénéficiaires ainsi que pour les professionnels du grand âge de solliciter le bon interlocuteur pour la bonne prestation. La crise sanitaire a mis en exergue la place singulière qu'occupent les personnes âgées dans la société, particulièrement touchées par le Covid-19, mais également par les conséquences sociales qu'ont entraîné les mesures de confinement. Elles doivent plus que jamais faire l'objet d'une attention spécifique. Les acteurs de terrain doivent se positionner comme chefs de file de la prise en charge des conséquences de la crise, tant sur le plan sanitaire que social auprès des personnes âgées. C'est dans ce cadre que de nombreuses initiatives et actions collectives ont émergé du terrain, pour éviter par exemple les ruptures de droits, l'isolement ou encore leur permettre une protection sanitaire avec la confection de masques. Ce contexte de crise nous amène à nous poser plusieurs questions. Comment vont faire les acteurs pour concilier l'augmentation d'une population vieillissante et en perte d'autonomie avec le contexte sanitaire actuel? Comment les acteurs pourront mener des actions de prévention contre la perte d'autonomie en conciliation avec les mesures sanitaires? Et comment en initier de nouvelles?
Nous conclurons enfin par une question directe à nos intervenants. Pensez-vous que la crise de la Covid a accentué les situations de perte de lien social, d'isolement et plus globalement a diminué l'autonomie des personnes âgées? Nous vous remercions d'avance des réponses que vous allez nous apporter. Merci Christelle. Merci Karine. Bonjour à tous, donc bienvenue sur cette table ronde avec le sujet les acteurs de terrain. Donc autour de moi aujourd'hui Jocelyne Labour qui est directrice de l'AIMV, Marie-Pierre Desfillons qui est responsable adjointe du département prévention senior au niveau de la CARSAT Auvergne-Rhône-Alpes, Nathalie Burcard qui est directrice générale de l'hôpital gériatrique des Magnolas, donc qui est un hôpital Agirc-Arrco, Philippe Marchand, directeur de la Cité des aînés de Saint-Étienne, groupe Aesio Santé, et puis Nathalie Bart, qui est sociologue et chef de projet donc, au Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes. On a un documentaire qui s'appelle Hold Up, pardon. Décidément, ce matin, je n'arriverai pas à articuler tous mes mots, qui nous dit finalement tout un tas de choses et comme quoi on est sur une épidémie qui ressemble plus à une grippette et finalement qui pourrait être une invention d'un certain nombre de nos dirigeants. Est-ce qu'on en est vraiment dans cette situation-là? Je voudrais laisser la parole dans un premier temps à Philippe Marchand. Philippe, est-ce que vous, de votre côté, est-ce qu'on peut parler d'une grippette? Bonjour. Écoutez, compte tenu de ce qu'on vit aujourd'hui sur cette crise, au niveau de nos établissements, je crois qu'on n'est plus du tout à ce niveau-là. Hein. Il y a quand même très longtemps que je fais ce métier et dans notre structure où on a 200 résidents, on vit des moments qui sont loin de ce qu'on peut vivre habituellement. Hein. Les résidents sont isolés, hein, sont privés de leur famille, puisque bon, c'était quand même aussi le thème de ce qui nous rapproche ce matin. Donc, on a, compte tenu de la pandémie hein, et de ce qui peut se développer dans nos EHPAD, on a un isolement des familles, hein, puisqu'on a fermé nos établissements. Ce qu'on avait déjà fait au mois de mars-avril, hein, mais au mois de mars-avril, sur l'établissement sur la Cité des aînés, je n'avais pas de cas. Donc, c'était vécu complètement différemment hein, par rapport à ce qu'on peut vivre aujourd'hui, où on a des cas, où on a, hélas, quelques décès, hein, puisqu'on a quand même une population qui est très fragile. Donc, un isolement familial, ce qui est très mal vécu hein, pour nos résidents. Un isolement social entre résidents, hein, puisque pour éviter la circulation du virus au sein de l'établissement, on est quand même obligé d'isoler les résidents en chambre. On peut effectivement... il y a des sorties, mais c'est forcément des promenades individuelles, donc rien à voir avec ce qu'on peut vivre habituellement. Donc, une situation qui est complètement différente de ce qu'on avait pu vivre au mois de mars-avril. Une situation qui dure, hein, puisque moi, au niveau de l'établissement, le premier cas déclaré était fin août. On est le 17 novembre. Et on a encore des cas qui se déclarent en moins grand nombre que ce qu'on a pu vivre fin octobre et début novembre. Mais j'ai encore des cas qui se développent. Saint-Étienne a été touché. J'ai beaucoup de soignants aussi qui sont touchés par ce virus. Donc, une situation dans les EHPAD qui est très compliquée à vivre. Comment le personnel, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui votre personnel est fatigué, à bout de souffle? Comment vous pourriez caractériser ça? Ce qui a été le plus dur, c'est de passer d'une situation d'un établissement, on va dire médico-social, à pratiquement un établissement sanitaire en très peu de temps.
Pour vous donner un cas précis et concret, sur un établissement de 200 lits, je n'ai pas d'infirmière de nuit, ce qui me pose des problèmes insurmontables quand on doit gérer des fins de vie, quand on doit gérer aussi des mises sous oxygène, des débits élevés. Donc ça, c'est compliqué. Je pense que le personnel, aujourd'hui, on est dans une tension extrême. Des infirmières, il n'y en a point. Et en quelques heures, en quelques jours, il faut trouver du personnel. Alors, heureusement, au niveau de la mutualité, on a une clinique chirurgicale qui est venue à notre aide, qui est venue nous aider, puisque suite à des déprogrammations, on a pu bénéficier de l'aide d'infirmières, parce qu'aujourd'hui, dans nos établissements, en majorité, on a des aides-soignantes, mais quand on a des résidents qui sont malades, à qui il faut apporter des soins de façon régulière toutes les 4 heures, c'est des infirmiers qu'il nous faut. Et là, on change de registre, c'est-à-dire qu'on a un établissement, une maison de retraite, qui se transforme progressivement en établissement sanitaire avec tout ce que ça comporte. Voilà, ça peut se traduire par un manque effectivement de personnel soignant, un manque de personnel infirmier. Merci, merci beaucoup. Je vais m'adresser maintenant à Madame Burkard, qui est donc vous, en fait, ce que nous disait Monsieur Marchand, c'est que finalement le premier confinement, il n'y a pas eu de cas dans sa maison de retraite. Vous, par contre, vous êtes en Île-de-France et donc vous avez été pleinement touché pendant la première phase au printemps dernier. Est-ce qu'il y a déjà des enseignements pourriez en tirer, et puis une organisation qui a pu être mise en place? Bon, donc effectivement, l'hôpital que je dirige, donc l'hôpital gériatrique Les Magnolias, qui est situé donc en Essonne, s'est retrouvé en première ligne dès la mi-mars, donc 3 semaines après la région Grand Est, mais de manière immédiate lorsque la région Île-de-France a été touchée. Alors, comme son nom ne l'indique pas, l'hôpital gériatrique Les Magnolias n'est pas qu'un établissement sanitaire. Il a une offre sanitaire en hospitalisation de jour, en hospitalisation complète, avec des lits de médecine aiguë gériatrique et des lits de soins de suite réadaptation. Mais c'est également un établissement qui a des lieux de vie, un lieu de vie, donc avec un EHPAD, un soin de longue durée, et au-delà, je dirais, de l'offre dans les murs, à des équipes qui sortent à domicile. Donc, cette crise, finalement, nous a permis de mettre en évidence tous les leviers sur lesquels on a pu jouer pour répondre à l'enjeu. Alors, sur le plan de sur la partie sanitaire, donc ce que l'on ne sait pas suffisamment de mon point de vue, c'est quel rôle un établissement spécialisé en gériatrie peut jouer face à une crise de cette ampleur qui a quand même beaucoup touché les personnes âgées, et notamment le grand âge, les personnes âgées polypathologiques à domicile ou en EHPAD. Donc, nous avons accueilli de manière directe un grand nombre de personnes âgées contaminées par la COVID-19 jusqu'à transformer en l'espace de 3 semaines, même pas, la totalité de notre offre de soins, donc c'est-à-dire 200 lits, donc pour accueillir donc sur la totalité de notre offre de soins des personnes âgées contaminées. Ces personnes âgées, en fait, qui sont donc polypathologiques, qui ont une moyenne d'âge entre 85 et 90 ans, ne pouvaient pas être prises en charge en réanimation parce que le bénéfice-risque d'une prise en charge en réanimation n'était pas du tout acquis. Et donc, en fait, venaient chez nous, soit en provenance des urgences, soit directement du domicile par les médecins traitants ou les médecins coordonnateurs des EHPAD pour être prises en charge dans un établissement spécialisé en gériatrie, donc par des gériatres. Et je tiens à dire que plus de 85% de ces personnes âgées sont rentrées à la maison à domicile ou rentrées en EHPAD. Voilà. Notre établissement étant finalement un établissement ressources en gérontologie sur l'Essonne, nous avons, par le biais de notre filière gériatrique en particulier, donc piloté l'astreinte territoriale
gériatrique en appui des EHPAD. Et on le sait, et les médias l'ont largement relayé, le virus a créé des ravages au sein des EHPAD qui n'étaient pas armés pour faire face. Et donc, nous avons joué un rôle d'appui auprès de ces EHPAD donc, et d'aide, donc vraiment très concrète, soit pour les aider à s'organiser en termes d'hygiène et de sectorisation des secteurs, soit pour les aider à organiser les transferts lorsque ceux-ci étaient nécessaires, et donc en particulier les transferts vers des lits de gériatrie aiguë, donc notre établissement pour beaucoup, mais pas que, les établissements de santé partenaires, soit pour faire intervenir donc, au sein de l'EHPAD des équipes mobiles, les équipes de l'HAD ou les équipes des soins palliatifs, puisque l'on sait que le mieux pour la personne âgée, lorsque c'est possible, c'est de rester en fait dans son secteur habituel. Voilà. Donc ça a été le rôle que nous avons joué sur la partie sanitaire. Sur la partie lieu de vie, donc on a été confronté, comme les autres EHPAD, à l'enjeu de rendre, je dirais, étanche la structure pour limiter la propagation du virus, mais probablement, enfin de manière certaine, le fait que notre EHPAD soit rattaché à l'hôpital, en fait, toute la culture que l'on a de prévention du risque infectieux, et notamment la maîtrise que l'on a sur les précautions en hygiène, donc a facilité cette étanchéité. Donc, on a démultiplié les échanges en WhatsApp, par téléphone avec les familles pour faire face donc à l'interdiction des visites, ou en tous les cas à la limitation forte des visites, en mettant en place une cellule d'écoute et d'appui donc pour répondre à toutes les demandes des familles, que ce soit d'ailleurs sur la partie EHPAD ou que ce soit sur la partie sanitaire. Voilà. Et puis, notre hôpital de jour, qui de fait ne pouvait plus proposer des bilans à présentiel, là aussi pour limiter les allées et venues. Donc, c'est tourné vers d'autres modes, d'autres leviers. Et nous avions déjà une expérience en termes de téléconsultation, notamment auprès des EHPAD. Nous avons largement utilisé ce levier j'allais dire, en profitant, si j'ose dire ainsi, du déverrouillage de l'usage de la téléconsultation permis par l'assurance maladie. Et donc, nous avons développé les téléconsultations à distance pour pouvoir vraiment, alors d'abord, essayer de ne pas laisser sans solution les personnes âgées à domicile, avec une vraie difficulté pour elles de pouvoir continuer leur suivi par le médecin traitant. Donc, avec le médecin traitant quand c'était possible, ou sans médecin traitant parce qu'il n'y en avait pas, nous avons développé ces téléconsultations, ce qui nous a permis aussi encore une fois, de mesurer la valeur ajoutée de ces nouvelles technologies pour faire face aux besoins. Et puis, dernier élément, nous avons, donc je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation de l'établissement, une grande force, c'est que nous avons des équipes qui sortent à domicile. Alors, soit qui sortent au domicile, notamment EHPAD, pour venir en appui des professionnels des EHPAD, soit qui apportent un appui à tous les intervenants du domicile, donc les services SAD, les services SIAD, donc les services d'aide à la personne, les services infirmiers et d'aide à domicile. Et donc, de la situation la plus simple, donc les GIR, ce qu'on appelle dans notre jargon les GIR 5 et 6, donc les jeunes retraités, à la situation la plus complexe, notamment via le dispositif Maya. Et là, donc, on a vu toute l'importance de mettre en place un suivi donc, à distance et j'allais dire, d'être finalement le catalyseur de tous les dispositifs et aides qui pouvaient être proposés autour du domicile. Voilà. Donc, finalement, cette expérience, de mon point de vue, met en évidence la nécessité de faire évoluer l'offre de soins vers des établissements. Alors, d'abord, je pense que c'est important et c'est insuffisamment su de valoriser le rôle d'un établissement spécialisé en gériatrie, pas uniquement sur l'aspect curatif, mais également sur l'aspect préventif, en termes d'accompagnement du parcours de la personne âgée, du domicile jusqu'à l'entrée en institution. Donc, ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'on a bien vu que cette crise nous avait mis en première ligne et nous permettait d'agir non seulement dans les murs, mais hors les murs, notamment en appui des EHPAD, qui pour beaucoup se sont retrouvés en très grande difficulté parce qu'il n'y avait pas que les personnes âgées,
qui étaient contaminés. Il y avait également les professionnels intervenant dans les EHPAD. Non, ce qu'on voit, c'est que finalement, le modèle des EHPAD qu'on connaissait, je me demande s'il n'est pas un peu à bout de souffle. Hein. Il faut, on tend progressivement vers le secteur sanitaire. Et il nous faut impérativement un renfort médical. Pour mon établissement, aujourd'hui, j'ai un mi-temps de médecin co, ce qui est largement insuffisant compte tenu du nombre de résidents à gérer. Le nombre d'infirmières aussi. Et donc, je vous disais, je n'ai pas d'infirmières la nuit. Donc, l'ARS a souvent posé des questions de savoir s'il en fallait ou pas. Aujourd'hui, avec ce qui se dessine, il faut, pour moi, ça devient une nécessité d'avoir des infirmières la nuit. J'ai 2 infirmières le week-end, c'est insuffisant aussi. Donc, les enseignements qu'il faut en tirer, c'est qu'au sein de nos établissements, on doit renforcer la présence médicale et infirmière impérativement. Ça, c'est déjà un premier enseignement qu'on voyait se dessiner, mais qu'il faut aujourd'hui impérativement développer. C'est juste une précision que je voulais apporter. Non, mais c'est effectivement très intéressant, Monsieur Marchand. Peut-être une autre question aussi. Est-ce que, alors, la Cité des Aînés, si je ne me trompe pas, on est sur un établissement qui est neuf, enfin en tout cas qui est très récent. Est-ce que, alors pas forcément la Cité des Aînés, mais est-ce que justement d'un point de vue architectural, du fait de l'évolution nécessaire en termes d'accompagnement sanitaire des résidents, est-ce qu'on pourrait dire généralement que les établissements EHPAD sont bien conçus d'un point de vue architectural, ou là aussi il y aurait éventuellement un travail à faire? L'établissement sur lequel on est divisé en unités de 14 résidents. Donc, ça ressemble à un petit service. C'est ce qui nous permet aujourd'hui déjà de limiter la propagation du virus. Hein, c'est ce qui nous sauve en partie. Hein, c'est-à-dire quand le virus se développe sur un secteur, étant donné qu'on essaye d'avoir du personnel dédié, le résident reste dans son secteur, reste dans son unité. Et ça nous évite d'avoir une grande quantité de résidents qui tombent malades en même temps, parce que je pense qu'autrement, on ne pourrait pas faire face. On ne pourrait pas faire face à 160 personnes malades en même temps. Donc l'établissement, au niveau de l'architecture, est bien développé. Hein. Toutes les études qu'on mène au niveau du groupe Aesio aujourd'hui font ressortir cette nécessité, et tous les établissements auxquels on pense partent de l'idée d'un développement par unité. Aujourd'hui, le propos, c'est vraiment d'associer le personnel et de développer du personnel également par unité. Sinon, on aura du mal à faire face. Très bien, je vous remercie, Monsieur Marchand. Je vais me tourner vers Jocelyne Labour de l'AIMV. On a pu voir différentes réflexions en ce qui concerne justement la vie en établissement face à la Covid-19. Au niveau de l'AIMV, qu'est-ce finalement, alors peut-être en partant du premier confinement, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place comme action, et quels ont été les retours justement des aînés qui vivent au quotidien chez elles? Oui, alors tout d'abord, dans le cadre du premier confinement, assez rapidement, la question s'est posée de savoir si on intervenait ou si on n'intervenait pas, puisque confinement, ça veut dire protection et éviter de rencontrer des personnes quand c'est pas forcément indispensable. Donc, à la fois les services, comme le mien, mais aussi les usagers, se sont posés cette question de se dire, est-ce qu'on a besoin de recevoir des personnes à domicile? Donc, cette question a été extrêmement importante, et il a fallu le gérer de façon très, très précise pour éviter des phénomènes de glissement.
de perte d'autonomie liées à l'absence d'intervention au domicile. Et en même temps, pour éviter également des interventions à domicile qui n'étaient pas considérées comme absolument indispensables et qui devaient être mises de côté pour aller vers ce confinement maximisé. Donc ça a été vraiment la première étape de notre réflexion, qui est également une étape, un fil conducteur depuis le début de la crise et encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à tout moment, on s'interroge sur la nécessité de l'intervention à domicile ou pas, et sur la nécessité de remettre en place l'intervention à domicile ou pas, tout au long du temps qui passe et du confinement plus ou moins long. Alors là, on s'est beaucoup appuyé effectivement sur la connaissance qu'ont nos intervenants à domicile de leurs usagers, qui a été très, très utile pendant toute cette période. On a aussi mis en place un certain nombre de suivis de nos usagers à travers des appels de réassurance, mais là, je laisserai la parole à Madame de Fillon sur ce sujet un peu plus tard. On a vraiment voulu garder, en tout cas, le contact avec nos usagers pour pouvoir évaluer au fil de l'eau si le fait d'avoir arrêté les interventions n'était pas en train de se concrétiser par des risques de perte d'autonomie. Et donc, nous devions mener des actions auprès de nos usagers pour reprendre les interventions, même à faible dose, de façon à ce que la période de confinement, qui a duré pas mal la première période, entre le mois de mars et le mois de juin, mais qui risque de durer encore plus sur cette seconde période que l'on est en train de traverser, ne soit pas synonyme de perte d'autonomie pour nos usagers. Donc ce dosage a été absolument important, très fortement travaillé dans notre structure, que ce soit dans la structure que je pilote dans la Loire ou celle que je pilote également dans la Haute-Loire, puisque, comme le disait M. Marchand tout à l'heure, on est en train de vivre dans cette nouvelle crise quelque chose d'absolument différent de ce qu'on a vécu entre le mois de mars et le mois de juin, puisqu'on est sur des territoires qui étaient assez peu, qui ont assez peu subi la Covid-19 pendant la première période, en particulier la Haute-Loire, et qui là sont très, très impactés. Voilà pour déjà cette première approche. Et ensuite, on a cherché à mettre en place des outils spécifiques en réponse à cette crise. Alors, on a appelé ce service, parce qu'on a créé un service AIMV Assistance dans la Loire et UNA 43 Assistance dans la Haute-Loire. En fait, on a dédié un numéro de téléphone entrant à toute personne qui souhaitait trouver une solution d'urgence à un problème d'urgence dans une période où on est isolé, où la famille et les relais habituels ne peuvent pas être là et satisfaire à des demandes du quotidien. Je vous prends un exemple tout simple qu'on a accompagné pendant cette période. J'ai mon réfrigérateur qui tombe en panne pendant une période de confinement et de fermeture des magasins, comme on le vit actuellement, et de non-relais possible par la famille, parce que la famille n'est pas présente et ne peut pas se déplacer. Eh bien, pour une personne isolée à son domicile, en perte d'autonomie, que ça soit lié à l'âge ou à un autre événement qui génère de la perte d'autonomie, qu'est-ce qui se passe quand le réfrigérateur est en panne et que ça devient un sujet énorme qui me fait perdre complètement pied, éventuellement rentrer dans une phase dépressive parce que je ne sais pas comment gérer cet événement. Eh bien, ça paraît relativement simple à traiter quand on est actif dans le monde, je dirais, que l'on vit nous au quotidien, parce qu'on sort de chez nous, on va travailler, et on peut aller sur Internet et se débrouiller avec des choses de cet ordre-là. Ben, ce n'est pas si simple quand on est seul à son domicile et qu'on n'a pas la capacité de faire gérer ça par les personnes qui auparavant nous accompagnaient. Donc ce numéro nous a permis comme ça de repérer des situations qui auraient pu devenir des situations de fragilité forte, avec des glissements vers de la perte d'autonomie forte,
autonomie qu'on n'aurait pas retrouvée en sortie de crise, parce que la perte d'autonomie, quand on la consolide pas immédiatement avec des solutions, elle ne revient pas, on ne revient pas en arrière. Ce service AIMV Assistance et UNA 43 Assistance a permis, avec des petites réussites, mais ce sont les petites réussites qui font des solutions pérennes. Et on se pose vraiment la question aujourd'hui de pérenniser ce genre de service et bien d'accompagner des situations qui auraient pu devenir de graves situations pour nos usagers. Ou pas nos usagers d'ailleurs, parce que ce numéro, on a essayé de le communiquer grand public. Ça a été un élément de plus qui a été proposé dans le paysage de tout ce que proposaient les uns ou les autres. Merci, merci beaucoup. Alors justement, je vais me tourner vers Nathalie Barthes, puisqu'au niveau du Gérontopôle, eh bien, vous êtes allé à la rencontre de ces seniors. On a vu le point de vue justement professionnel pour l'intervention. Comment eux, ces seniors, ont-ils vécu le confinement de l'intérieur? Ce serait intéressant de vous entendre sur ce sujet. Écoutez, excusez-moi, oui, c'est en effet ce qu'on a essayé de faire dans le cadre du Gérontopôle, puisqu'on a mené une enquête qualitative auprès donc, de personnes âgées de 65 ans et plus. Hein, donc la moyenne d'âge était de 76 ans, donc des personnes de 65 ans à 92 ans qui vivent à domicile. Et ça pendant la période justement de la première vague, du premier confinement. Alors l'objectif du travail du Gérontopôle, c'était de comprendre bien sûr le vécu de la crise, comprendre le confinement, comprendre, finalement aborder toutes les questions de l'isolement, justement, de l'accès aux soins, des besoins qui étaient exprimés par les personnes âgées. Et finalement, très vite, on a été confronté dans les récits aux questions éthiques qui relèvent plutôt des discours discriminants tels que l'agisme. Donc, ce que je vous propose ici, c'est simplement revenir sur quelques principaux résultats de l'enquête. Alors, sans surprise, bien entendu, les personnes que l'on a interrogées ont évoqué le manque, bien sûr, de relations directes avec les proches, hein, et ce, malgré l'utilisation des nouvelles technologies, puisqu'ils se sont appropriés les nouveaux outils, les visios et les outils technologiques permettant de communiquer. Ce qu'on a remarqué aussi, c'était la sensation de manquer à leur rôle habituel, alors, notamment celui de grands-parents, mais aussi celui d'aidants associatifs, hein, par exemple. Les personnes interrogées aspirent souvent à des moments de partage intergénérationnel. Alors, vous avez par exemple quelqu'un qui nous dit « Pour nous, le plus dur, c'est de ne pas voir nos enfants et nos petits-enfants. Le reste, on fait avec. » Voilà. Ou encore cette dame de 80 ans et plus qui précise à son fils « Dès que tu sors, ta première visite, elle est pour moi. » Donc, vous voyez un petit peu ce type de discours qui marque un petit peu cette sensation et ce manque des proches. Alors, ce qu'on a remarqué aussi dans les récits, c'est cette envie très très forte de être considéré comme quelqu'un d'autonome. La fourchette des plus de 65 ans qui a été véhiculée justement dans les médias a été jugée pour eux comme réductrice, comme stigmatisante. Et donc, du coup, c'est quelque chose que, en tout cas, les personnes interrogées nous ont précisé sans même qu'on leur demande. Alors, dans les discours, ça se manifeste comment, ces attitudes agistes? C'est le fait d'être considéré comme vulnérable, hein, et donc de mettre toutes les personnes de 65 ans et plus dans le même paquet. Alors pour elle, elle précise justement que c'est l'état de santé qui doit préjuger d'une forme de vulnérabilité et pas simplement cette catégorisation par critères d'âge qui du coup ne correspond pas à leur réalité. Par exemple, on a dans les discours des personnes qui nous disent « Je ne me sens pas vieux, je fais du vélo. L'été dernier, ma fille m'a appelé pour son déménagement pour l'aider à porter. » Donc, vous voyez un petit peu ce décalage qu'il peut y avoir entre les récits, les discours et bien sûr le ressenti des personnes. Beaucoup, justement, des personnes qu'on a interrogées ont proposé leur aide, hein, pour aider un proche, pour aider un voisin, une connaissance. Donc, encore une fois, ils étaient enfermés dans cette position qui, pour eux, ne les convenait pas. Comment ça se manifeste également? Le sentiment vraiment concret et je reprends leurs propos, hein, d'avoir pris un coup de vieux. Voilà, tout simplement. Et puis, également, le sentiment de ne pas être capable de savoir ce qui est bon pour elles. Alors là, on retrouve tous ces discours sur le fait d'être dépossédés de leur liberté d'expression et d'action,
sur le fait d'être infantilisés. Hein. Et ça, autant par les médias que par leurs proches. Alors là, on parle d'agisme bienveillant qui correspond à une attitude un peu paternaliste et voire condescendante. Alors, par exemple, dans les discours, ça se manifeste par des citations comme celle-ci. « Ma fille ne voulait même plus que j'aille acheter le pain. Les enfants nous mettent sous un globe. Ils s'inquiètent trop. Nous, on le fait pour les rassurer. » Et puis, il y a toute cette sensation d'être manipulé, d'être stigmatisé par les médias, hein, avec, bien entendu, ce référent, ce décompte justement quotidien. Hein. Tous les jours, le nombre de morts et surtout le nombre de vieux, c'était stressant. Voilà concrètement ce qu'on peut avoir du retour des personnes interrogées. Alors pour conclure, simplement, on se rend compte que dans les discours et en termes d'agisme, c'est la levée du confinement et la volonté de prolonger toutes ces mesures à destination des seniors qui a encore davantage été vécue comme discriminant par les personnes âgées. Et puis finalement, il faut quand même noter que ces attitudes agistes, elles ont été perçues pendant le confinement, mais elles ont eu lieu à la fois dans les mesures prises par le gouvernement, mais aussi dans les contextes familiaux. Donc, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête. Et puis, finalement, les personnes âgées sont plus préoccupées par l'isolement social que par la peur de contracter le virus. Donc, ça c'est aussi un élément qui me semble important et alimenter dans nos débats. Merci beaucoup. Effectivement, vous avez parlé je retiens la phrase d'avoir le sentiment d'avoir pris un coup de vieux. Je me souviens moi-même avoir écrit un article en avril dernier parce que certains dirigeants européens voulaient que les seniors restent chez eux jusqu'au 31 décembre 2020 et surtout ne sortent pas. Donc, quelque part, je me retrouve pleinement dans cette montée de l'agisme et qui est fort, hein, et effectivement qui a plutôt même tendance à augmenter. On est dans une stigmatisation par rapport à ces publics. Marie-Pierre, il faut qu'ils restent chez eux, du coup, les seniors, jusqu'au 31 décembre? Eh ben, les seniors, en fait, bonjour, donc Marie-Pierre de Filly, CARSAT-Rhône-Alpes. Oui, effectivement, pour nous également, hein, c'était toute une préoccupation en tant que CARSAT-Rhône-Alpes de pouvoir les accompagner également dans ces événements, situations qui peuvent les fragiliser. Hein. On sait toute l'importance, effectivement, dans ces situations de solitude, le mal-être que l'on peut ressentir et puis les risques de perte d'autonomie. Donc pour nous, malheureusement, on a été également obligés de suspendre nos actions que l'on menait au plus près de leur domicile, nos actions, ce qu'on appelle en présentiel dans notre jargon. Et donc, il a fallu les arrêter, les suspendre. On a donc travaillé, en fait, on a adapté notre offre de services pour leur proposer, en fait, des actions toujours au plus près de leur domicile, mais cette fois-ci à distance. C'était de proposer des conférences, des ateliers. Alors, on a la chance d'avoir une équipe de prévention donc qui nous permet d'agir, et on fait appel également à des opérateurs partenaires, à des partenaires aussi, la Mutualité française, la Mutualité de la fonction publique, les caisses de retraite complémentaires et puis nos partenaires locaux, hein, tous nos partenaires locaux. Donc, c'était de travailler tous ensemble pour proposer des actions que l'on coordonne sur le terrain. Donc, on a proposé des ateliers, alors effectivement en ligne. On se rend compte que les retraités sont quand même connectés aujourd'hui et à tous les âges. Donc, des ateliers sur différentes thématiques, puisque voilà, on souhaitait leur proposer tout un panel d'offres. Des ateliers sur la mémoire, puisqu'on sait que le stress, le sommeil perturbé peuvent impacter fortement la mémoire. On avait également des conférences thématiques. Donc, Nathalie Barre, tout à l'heure, parlait du rôle en tant que grands-parents. Donc, on leur proposait des conférences sur la thématique justement de la grand-parentalité, mais aussi de la vie affective des seniors, sur le stress. On a beaucoup proposé d'actions donc sur le stress, sur les bienfaits de la pensée positive pendant le confinement, mais également en sortie de confinement, pour parler justement de ces sentiments d'anxiété, de sentiments d'isolement, d'impuissance, de perte de morale, voilà. Et puis comment essayer de se faire plaisir tous les jours un petit peu pour se sentir mieux. D'ailleurs, on a aussi fait en partenariat la semaine dernière, il y a eu une conférence
sur le Covid, les gestes également, pour que les retraités, ils étaient près de 500 à s'être connectés, puissent poser toutes les questions à un éminent professeur pour savoir justement quels sont les gestes, et puis aussi parler de ces moments traumatiques pour également un certain nombre de seniors, parce que certains avaient envie de sortir, mais d'autres étaient également un peu pétrifiés en état de choc par rapport à tous ces chiffres que l'on entendait, tous ces morts. Et évidemment, pour bouger également à domicile, on a proposé des mini-ateliers pour inciter à bouger plus. Pendant ce temps de confinement, on s'est rapproché du groupement interrégime Atout Prévention Rhône-Alpes, même des groupements d'Île-de-France. On a fait appel à des partenaires comme ADAL, donc, que l'on finançait, pour proposer des séances d'activité physique tous les jours, tous les matins, aux seniors qui souhaitaient se connecter. Donc, on a fait appel à la plateforme Apivisio pour proposer des séances de 30 minutes tous les matins, des petites séances accessibles, ludiques, mais également qui permettaient quand même de se maintenir en forme, parce qu'on sait effectivement que l'activité physique, elle a un retentissement sur la forme physique, mais également sur tout ce qui est psychique, moral des seniors. Il y a à peu près, si je me souviens bien, à peu près 1800 retraités qui sont connectés tout au long de ces séances, alors plus ou moins bien sûr, mais on a mis ces séances en place de mémoire, je crois que c'était vers le 17 avril, et on les a maintenues jusqu'à la fin du mois d'août. Depuis, je crois qu'elles ont repris également au niveau du site Apivisio. On a également transformé un programme qu'on appelle le programme Capform Senior, que l'on mène avec la Ligue d'athlétisme Auvergne-Rhône-Alpes, AG2R, et avec les villes, des programmes d'activité physique également, donc sur 5 territoires. Donc on a proposé une conférence sur justement les bienfaits de l'activité physique et le bien-être de sa retraite, avec des tables rondes. Et ensuite, on propose toutes les semaines, donc grâce à un outil connecté, qui est validé par les hospices civils de Lyon, un outil qui permet donc de se connecter 3 fois par semaine avec des coachs d'activité physique adaptée, qui essaient de maintenir les seniors, et d'entretenir sa force musculaire, son cardio et son équilibre, voilà, et avec une progression dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la séance 2 avant la séance 1. Donc voilà, il y a cette progression pour essayer de travailler son endurance. Et voilà, donc par contre, il y avait des petites séances d'activité de marche nordique en local qui ont, elles, été suspendues pour le moment. Voilà. Et à côté de ces activités en visio, parce que c'est vrai qu'on ne voulait pas non plus, on veut vraiment essayer de garder ce lien tout au long, effectivement, de ces actions, on a également proposé des actions par téléphone pour essayer de proposer des offres un petit peu différentes, toujours sur ces thématiques également de la mémoire, du sommeil, du stress, et également sur le passage à la retraite. Donc, ces ateliers, on les a expérimentés. C'est vrai que souvent le téléphone est un peu plus rebute certains retraités, mais finalement, pour ceux qui l'expérimentent, ils sont plébiscités. Ils trouvent des temps d'échange justement intéressants, et vraiment, je crois que c'est la possibilité d'avoir un temps où d'autres personnes rentrent au domicile par le biais du téléphone, de la visio. Alors certes, ça ne remplace pas le contact avec ses proches, mais pour certains, ça a été déjà un moment très important. Et donc en parallèle, ce qu'on a également proposé, donc on a souhaité une autre offre pour justement être plus sur la proximité, pour apporter une certaine réassurance, un maintien du lien par le biais des appels sortants dont parlait donc l'AIMV tout à l'heure, Madame Labour. Donc sur ces appels qui ont été réalisés par nos équipes, on a donc fait appel à nos propres personnels, demandé à ceux qui étaient volontaires éventuellement donc de réaliser ces appels. On a créé un petit script, enfin vraiment quelque chose d'assez technique pour accompagner. Et surtout, on a fait cette action avec nos partenaires locaux. Donc, on s'est articulé avec les structures qui interviennent au domicile, donc les services d'aide à domicile comme celui de l'AIMV, les centres sociaux. Et on a fait également un appel à des structures, les Petits Frères des Pauvres, la Croix-Rouge française,
pour pouvoir s'articuler. Et puis, lorsque l'on repérait une personne qui était fragile ou qui avait besoin d'être plus accompagnée qu'un simple appel sortant, ces personnes pouvaient être orientées. Voilà, donc l'idée de ces appels sortants, c'était d'apporter, s'assurer déjà que les retraités allaient bien. Hein, c'était une question ouverte dès le départ. Savoir s'ils avaient bien compris également les gestes barrières, pouvoir leur permettre également d'exprimer leurs craintes, hein, les rassurer si c'était nécessaire. Et puis repérer éventuellement celles qui avaient besoin d'aide, hein, parce que, comme l'a dit effectivement Madame Lamour tout à l'heure, c'était que ces personnes pouvaient éventuellement avoir vu leur service d'aide à domicile, par exemple, suspendu, puisque moins indispensable, et on pouvait effectivement repérer des personnes qui étaient en détresse. Voilà, donc on a fait une réorientation lorsque cela était nécessaire. On a quand même touché à peu près 4000 retraités, hein, dans le cadre de ces appels sortants entre la Direction de l'action sociale et le service social de la CARSAT. Et on était sur nos bénéficiaires de l'action sociale. Hein. La CARSAT propose également des aides exceptionnelles tout au long de la retraite, mais également dans ces périodes un peu exceptionnelles de crise sanitaire. En termes de chiffres, sans vouloir vous abreuver de chiffres, on avait à peu près sur nos appels sortants, à peu près 10% qui ont été réorientés vers des plateformes d'écoute comme les Petits Frères des Pauvres ou la Croix-Rouge française. 11% qui ont été réorientés vers des structures locales comme les services d'aide à domicile qui avaient besoin, hein, à nouveau de remettre en place des aides, les CCAS, les centres sociaux, ou bien réorienter vers nos propres actions de prévention pour justement qu'elles aient un temps d'échange. Voilà. Mais Marie-Pierre, justement, quand on voit donc tout ce que vous avez mené, on est passé finalement d'une approche, il n'y a rien de péjoratif, mais classique dans l'accompagnement de la prévention de la perte d'autonomie, de l'isolement. Brusquement, vous développez énormément de choses sur le numérique. Finalement, comment vous voyez demain, 2021, finalement l'accompagnement des seniors? Est-ce qu'il y a des enseignements justement que vous avez pu en tirer pour mieux les accompagner demain? Oui, effectivement. Donc, l'enseignement, c'est que par ce biais du numérique aussi, du téléphone, on a touché d'autres populations. Des populations qui ne se déplaçaient pas, sortaient pas de leur domicile non plus, ça existe, parce qu'ils sont trop loin ou ne souhaitent pas être confrontés à d'autres en présentiel, ça existe également. Donc, on a effectivement rencontré d'autres retraités, et c'est vrai que après, en post-confinement, de toute façon, on va d'abord maintenir nos ateliers en distanciel pour que ce soit plus visible également, parce que je trouve que le fait de proposer une offre puis de modifier cette adaptation a été un peu difficile, et pour nos partenaires et pour les retraités, hein, qui ont mal vécu le fait de devoir suspendre une activité dans laquelle ils s'étaient inscrits. Donc, on va sans doute maintenir pendant plusieurs mois ces activités en distanciel, et puis dès qu'on pourra remettre nos actions en présentiel, on va proposer, bien entendu, parce qu'on aura grand plaisir à les retrouver, donc nos retraités dans le cadre de ces actions, mais on va sans doute maintenir des activités dans ces formats digitaux ou téléphoniques. Voilà. Donc, de jouer à la fois sur tous les tableaux pour finalement accompagner. On passe finalement d'une démarche d'accompagnement purement collective à des démarches qui restent collectives, mais qui sont finalement le plus individualisées possible, qui correspondent en tout cas aux interactions que souhaitent les seniors. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'en parlant d'actions individuelles, on a également mis en place, puisqu'on ne pouvait plus faire de collectif, quelques ateliers à domicile pour des seniors qui nous étaient signalés comme à risque de chute, par exemple, ou s'isolant, ayant très peur de sortir de leur domicile. Donc, on a adapté également nos offres avec nos partenaires, prestataires, pour également proposer quelques actions au domicile des retraités.
Et on réfléchit justement dans le cadre du groupement interrégime, à mettre également une offre de services de prévention à domicile des seniors lorsque cela est préférable. Donc c'est vrai que ça a été une grosse période d'adaptation pendant toute la période du premier confinement. Aujourd'hui, on est un peu plus, plus ouvert. On a diversifié notre offre, on s'est adapté nous-mêmes. Et puis adapter nos certitudes également, hein, même si on sent bien qu'il y a quand même quelques réticences, même de nos partenaires, à mettre en place des actions en distanciel. Certes, c'est différent, mais les retraités qui ont testé ont apprécié également d'avoir ce lien, ce petit temps où quelqu'un rentrait à leur domicile d'une façon ou d'une autre. Mais même par la voix, on a vraiment eu un retour très, très satisfait des retraités qui ont participé. Alors, on a créé également une communauté de seniors, c'est toujours du digital, mais pour ceux qui ont participé à des ateliers et qui se trouvent un petit peu orphelins à la fin de cet atelier, ça leur permet de rejoindre cette communauté, de continuer d'échanger sur des sujets, des astuces, même des sujets d'actualité. Et puis, on essaie d'avoir toujours ce lien, une petite newsletter, un temps d'information, et même de leur proposer de tester nos nouvelles offres. Donc, ils ont également ce côté où ils se sentent moins impuissants, mais un peu acteurs également de ce temps de confinement et de crise. Merci Marie-Pierre. Effectivement, le temps, le Premier ministre et le Président nous ont prévenus, le temps de ce virus sera long. Il va falloir apprendre à vivre avec pendant un certain moment. Et on a pu voir tout à l'heure avec l'intervention de Philippe Marchand que le personnel de santé commençait à vraiment être épuisé parce que finalement la crise, alors qu'on soit à l'hôpital, qu'on soit sanitaire ou qu'on soit médico-social, la crise, elle était même avant la Covid-19. On a eu un effet évidemment amplificateur par rapport à cette crise. On a bien tenté cet été de mettre quelques rustines avec le secteur de la santé, notamment donc pour les professionnels. Je crois qu'il y a eu également une prime qui a été accordée pour certains acteurs du social et du médico-social. Finalement, donc aujourd'hui, deuxième confinement, certains scientifiques parlent éventuellement d'une troisième vague qui pourrait arriver à la rentrée. Moi, j'aimerais me tourner maintenant à nouveau vers Nathalie Barthes. Vous avez analysé assez finement la crise de ces soignants en Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce qu'ils nous disent et finalement, là aussi, quels enseignements de ces acteurs de terrain, quels enseignements on peut en ressortir? Oui, en effet, on a tenté d'aller recueillir les avis justement de l'ensemble des soignants, alors que ce soit des soignants hospitaliers, du libéral et également les soignants qui évoluent dans les établissements de type EHPAD, dans l'objectif justement de comprendre un petit peu comment ils s'étaient appropriés évidemment le confinement et en tout cas toutes les mesures sanitaires et tout ce qui était lié justement à l'adaptation finalement de leur pratique de soignants. Alors, on a réalisé un questionnaire qu'on a diffusé à l'ensemble des professionnels. Au total, nous avons reçu 482 répondants. Et ça, pendant encore la première vague, c'est-à-dire, on va dire, de mars à juin 2020. Alors, les principaux résultats ici de l'étude, encore une fois, c'est loin d'être exhaustif, mais simplement, ce qu'on remarque, c'est que finalement, il y a eu une adaptation plutôt facile, si j'ose dire, pour la plupart des personnes interrogées, puisque 2/3 d'entre eux ont trouvé justement facile de s'adapter à la réorganisation du système de soins et surtout à trouver leur place au sein donc, de cette gestion de crise. Donc, en tout cas, voilà, un premier ressenti plutôt positif qui confirme en tout cas l'adaptation plutôt facile des professionnels interrogés. Ce qu'on a pu relever aussi, c'est que les soignants se sentent en tout cas valorisés, utiles et soutenus par leur entourage, puisqu'on a 70% d'entre eux qui disent justement se sentir utiles dans leur fonction. 71% d'entre eux également disent que leurs proches les aident justement à accepter ces conditions de travail. Par contre, ils ont peur de contaminer leurs patients à hauteur de 68% et ils ont peur de contaminer leurs proches à 70%.
Et puis, une part non négligeable d'entre eux, quand même, pensent provoquer de la méfiance autour d'eux, hein, en hauteur de 41%, ce qui est loin d'être négligeable. Alors, au niveau des difficultés rencontrées, hein, parce que c'est aussi ça qu'on est allé chercher dans ce questionnaire, c'est la gestion de fin de vie qui a été très compliquée, et notamment essentiellement pour le personnel en EHPAD. Monsieur Marchand, vous n'hésiterez pas à nous confirmer si c'est ce ressenti également dans vos établissements. Il y a également le sentiment de ne pas avoir assuré une bonne continuité des soins pour les personnes qui ne seraient pas atteintes de la Covid. Bien sûr, le rapport avec les familles a été évoqué, ce sentiment d'isolement, et également, vous l'avez évoqué également, Monsieur Marchand, avec le fait d'avoir des restrictions de visite, et notamment dans les établissements. Alors, en ce qui concerne le matériel, qui a également quand même fait partie quand même de cette première vague, hein, avec tous ces éléments concernant les masques, etc. 45% des personnes interrogées, donc des soignants, disent ne pas avoir eu le matériel nécessaire. Ils sont que 34% à se sentir en sécurité, dans l'exercice de leurs fonctions. Donc là, un point d'alerte, en tout cas en ce qui concerne cette première vague. Ce qui était également difficile à gérer, c'était la charge importante de travail et la charge importante d'information à gérer, hein, puisqu'il y a eu un afflux massif de patients, et puis surtout des consignes de leur organisationnelles qui ont été en évolution continue et qui a pu mettre en difficulté certains soignants. Voilà. Plus d'un tiers des professionnels pensent avoir besoin de soutien psychologique. Alors bien qu'il y ait des cellules qui se sont mises en place, des soutiens psychologiques qu'ils auraient préféré sur place et non pas par téléphone. Bon, on peut revenir également dans une moindre mesure dans le questionnaire sur le fait que peu de dépistage avait été réalisé, en tout cas dans la première vague auprès des professionnels de soignants. Et puis aussi le manque d'encadrement, le manque de formation aussi, alors surtout véhiculé par les professionnels paramédicaux, des formations sur la Covid et aussi bien sûr sur les gestes barrières. Alors simplement en conclusion, ce qu'on a pu voir à travers ce questionnaire, c'est que finalement la situation sanitaire, elle est venue bouleverser l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, entre ce devoir de soignant et ce devoir de sécurité pour soi et pour ses proches. Aujourd'hui, ce travail nous permet donc de nourrir cette réflexion autour du parcours de soins des personnes âgées. On se rend compte que finalement, les professionnels interrogés ont gagné en compétences, c'est elles-mêmes qui le disent, hein. 79% d'entre elles estiment avoir acquis de nouvelles habitudes en termes d'hygiène, mais aussi en termes de soins envers les patients. Et puis aussi ce rôle qui a été, qui est parfois à la marge justement de l'activité de soignant et qui là a été finalement quelque chose qui était important, c'est celui du lien social, c'est-à-dire vous l'avez évoqué tout à l'heure, Madame Labouré, le lien social avec les personnes isolées et fragiles qui est permis également par les professionnels de proximité. Simplement pour conclure, je dirais qu'il y a clairement un besoin de valoriser les métiers du domicile via la formation, de capitaliser les initiatives, de mettre en lumière toutes ces actions de terrain, de comprendre les vécus, c'est-à-dire d'aller chercher des retours de terrain au plus proche justement des usagers et des professionnels concernés, justement pour pérenniser les actions et à l'image de ce qui est fait justement sur les structures d'aide ou les actions de prévention qui ont su faire preuve d'innovation et d'adaptation face à la crise. Voilà, une volonté ici, en tout cas un éclairage qui nous permet de dire aujourd'hui mutualisons les compétences et pour permettre justement de pérenniser ces actions sur le long terme. Merci beaucoup. Alors, donc, par rapport à ce que nous a présenté Nathalie Barthes, je me tourne Philippe Marchand et Jocelyne Labour. Est-ce que vous retrouvez dans les éléments qui ont été présentés par Madame Barthes? Écoutez, moi, cette enquête, je la trouve intéressante. J'ai noté 3 points, effectivement, sur lesquels il faut revenir. L'utilité des soignants,
hein. Effectivement, hein, je pense que quand on travaille dans nos établissements, on a l'impression d'être utile et encore plus dans ces périodes très dures à traverser. Donc là, je m'y retrouve. J'ai noté ce pourcentage de 70%. Je suis même surpris qu'il ne soit pas plus élevé, mais moi, c'est ce que je ressens profondément quand on fait le bilan de ce qu'on vit aujourd'hui. Je confirme effectivement pour nos soignants et tout le personnel de nos établissements, cette gestion de fin de vie est très difficile. On a l'habitude hein, dans nos EHPAD de gérer, entre guillemets, ce n'est pas le terme approprié, hein, mais c'est fin de vie, mais moi, ce que je ressens, c'est le nombre important hein, de personnes qui décèdent dans des situations qui sont difficiles, où les familles peuvent venir très ponctuellement. Donc, au niveau des soignants, c'est une gestion au niveau qui est compliquée pour eux. Et effectivement, le troisième point sur lequel il faut rebondir, c'est cette notion de formation, cette notion de geste barrière qu'il faut expliquer de façon continuelle et qui n'était pas forcément bien intégrée par les soignants et qui sont, à mon sens, c'est primordial si on veut contenir l'épidémie au sein d'un établissement. C'est-à-dire que les soignants, ils ne peuvent plus manger en face à face, ils doivent utiliser abondamment du gel hydroalcoolique. Il y a vraiment des réflexes qu'il faut prendre et qui viennent au fil du temps. Merci beaucoup, Monsieur Marchand. Peut-être un tout petit mot pour conclure cette table ronde, Madame Labour. Oui, alors moi, je voudrais revenir sur 3-4 points quand même. Je vais essayer de faire rapidement. Tout d'abord, cette crise, je trouve, a vraiment mis en évidence un point qui, depuis Michel Delaunay et pour finir avec le rapport de Jérôme Guedj, n'a pas été suffisamment pris en compte. C'est le travail important qu'on doit faire pour lutter contre l'isolement des personnes âgées et en perte d'autonomie qui se trouvent à leur domicile. C'était juste une petite remarque par rapport à tout ce qu'on vient de dire avant, mais qui doit vraiment, s'il y a un élément d'enseignement de la crise, on doit travailler ça au plus près. Alors, je rebondis sur la notion d'isolement pour revenir sur votre question et rappeler que les professionnels de l'aide et de l'accompagnement à domicile sont des professionnels très isolés parce que seuls sur le terrain et qu'on a vraiment fait un gros travail pendant toute la période de la crise pour qu'il y ait du lien très fort qui soit mis en place de façon à ce que nos professionnels soient moins isolés. Et on doit réutiliser ça aussi dans la durée en sortie de crise pour conserver ce lien. Je reviens aussi sur un élément qu'a dit Nathalie Barthes et que je reprends. Je trouve que vraiment l'utilité sociale de nos métiers a été mise en évidence par cette crise et que nos salariés se sont sentis utiles. C'est le cas déjà, évidemment, on a ce métier au cœur de nous et on le fait avec nos tripes et notre cœur, mais cette crise a encore plus mis en évidence ce point-là. Et puis, je conclurai pour aller très vite sur cette question que vous me posez, en disant que l'aide et l'accompagnement à domicile d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui et ne doit pas être celui de demain. Et cette crise a certainement mis en évidence aussi tout le retard que l'on a en France pour construire des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des métiers du domicile qui correspondent à ce qui doit être aujourd'hui. Aujourd'hui, travailler dans l'aide et l'accompagnement à domicile, c'est pouvoir se dire chaque jour, j'arrive chez un usager qui a un degré d'autonomie, comment est-ce que je l'aide à conserver ce degré d'autonomie le plus longtemps possible, puisqu'il a envie de rester chez lui. Ça, je pense que les différents rapports qui ont été faits le mettent en évidence. Et le moins qu'on puisse faire, c'est de l'aider à conserver son autonomie. Si on veut faire ça, il faut que les métiers soient construits autour de cette philosophie, de ce besoin,
Et on a un gros travail à réaliser en France autour de ceci. On attend depuis des années une loi et depuis de nombreux mois la loi Grand Âge et Autonomie. Si on veut pouvoir être efficace en gestion de crise, comme on l'a vécu en ce moment, mais même dans la réalité du quotidien autour de ces métiers, la loi Grand Âge et Autonomie doit sortir et doit apporter un contenu utile pour construire le métier de demain. Eh bien, parfait. Eh bien, écoutez, je pense que vous avez parfaitement cité l'ensemble des éléments conclusifs de cette table ronde. Je remercie l'ensemble des participants. Donc, on y voit beaucoup plus clair, effectivement, sur les acteurs de terrain et je dirais des perspectives. Vous nous tracez tous des perspectives pour demain. Un grand merci à vous. Et puis, je vous laisse continuer dans le cadre de ce défi autonomie. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Rebonjour à toutes et à tous. Après cette riche table ronde et puis les questions qui nous ont été adressées par Christelle et Karine, je vais vous livrer quelques pistes, mon sentiment dans cette période si particulière. Bien sûr, parce que d'une certaine manière, nous revivons en ce moment une partie de ce que nous avons connu au plus fort de la crise sanitaire au mois de mars, au mois d'avril et au mois de mai dernier. Et ce qui ressort de ce que j'ai entendu de l'ensemble des participants de la table ronde et d'une certaine manière des questions qui nous sont adressées par les étudiants de l'EN3S, dans les enseignements que nous pouvons tirer de cette crise sanitaire qui continue, il y a d'abord un élément central. La question des personnes âgées, la question du vieillissement de la population, la question de la révolution de la longévité ou de la transition démographique devient aujourd'hui absolument incontournable. Il faut être lucide. Elle était présente sur l'agenda politique, sur l'agenda public, mais à bas bruit. Je prends toujours cet exemple. Lors de la dernière élection présidentielle, les enjeux relatifs au vieillissement de la population n'étaient pas directement abordés. Aucun des candidats, et notamment des deux finalistes, n'avait placé cette question au cœur de son projet politique. Alors même que cette question de la longévité et de la transition démographique, elle est affreusement prévisible. Les vieux d'aujourd'hui et de demain, ils sont déjà nés, les problématiques de perte d'autonomie et de dépendance sont déjà connues, et il aura fallu, de manière atypique, un mouvement social dans les EHPAD au début de l'année 2018, en janvier et en mars 2018, pour que le sujet fasse irruption dans le débat politique. Les deux étudiantes de l'EN3S l'ont rappelé, après ces deux grèves de janvier et mars 2018, en avril puis en juin 2018, le président de la République, devant le congrès de la Mutualité française à Montpellier, a apporté cette réponse en disant, en effet, il y a une problématique de perte d'autonomie, il y a une problématique de dépendance, il y a une problématique d'accompagnement du grand âge. Et c'est à ce moment-là qu'il a lancé la concertation dite grand âge et autonomie. C'est déjà à ce moment-là qu'ont été annoncées cette réforme et une loi qui devait la mettre en œuvre, qui à l'époque était annoncée pour être votée dans le courant de l'année 2019. Et donc, le sujet a été remis sur la table. Il y a eu une série de réflexions qui ont été engagées, notamment le rapport de Dominique Libaud, conclusif de cette concertation grand âge et autonomie, avec 175 propositions, avec un accueil très favorable sur l'ensemble de ces propositions, qu'il s'agisse de la mutation des EHPAD, qu'il s'agisse du virage domiciliaire, pour reprendre l'expression qu'utilisait Agnès Buzyn, qu'il s'agisse de l'enjeu de la prévention, qu'il s'agisse naturellement des questions relatives au métier du grand âge, bref, un spectre extrêmement large. Puis le rapport de Myriam El Khomri est venu spécifiquement mettre l'accent sur ce qui était identifié comme une priorité, à savoir l'attractivité, le statut, le financement des métiers du grand âge. Donc, on est dans ce contexte où tous les acteurs attendent cette loi qui, malheureusement, est repoussée de 6 mois en 6 mois. On a déjà quelques inquiétudes parce que le calendrier parlementaire met plutôt l'accent notamment sur la réforme des retraites, que se pose naturellement la question du financement de cette réforme grand âge et autonomie. Et donc, on est à ce moment-là particulier où, au début de l'année 2020, et le président de la République, d'ailleurs, dans ses vœux aux Français, le confirme en disant qu'il va y avoir une réforme, cette fois-ci votée dans le courant de l'année. Le Premier ministre, Édouard Philippe, quelques mois auparavant, avait dit que ce serait le grand marqueur social du quinquennat. Donc, on est à ce moment-là, au début de la crise. Et il se passe ce que nous avons
tous connu, malheureusement, à savoir un virus particulièrement agiste qui remet au cœur des débats politiques et au cœur du débat public, il n'y a pas une famille qui a échappé à cette question, les enjeux relatifs aux personnes les plus fragiles et aux personnes les plus âgées. Alors moi, je l'ai toujours vu d'une certaine manière, dans ce contexte désastreux, anxiogène, mortifère, une bonne nouvelle, entre guillemets, c'est-à-dire que la société toute entière s'est mobilisée et de manière assez massive, d'abord en se confinant et en acceptant les règles drastiques du confinement pour protéger les plus fragiles. Et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, on pouvait craindre une société un peu darwinienne, clivante, agiste, dans laquelle bon, on aurait dit, malheureusement d'ailleurs, ce discours dans le deuxième confinement, il réapparaît un petit peu en disant, mais attendez, on fait quand même beaucoup d'efforts pour protéger des personnes âgées. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que la vie vaut la peine quand elle avance aussi longuement? Mais quand même, globalement, l'ensemble de la société a accepté ce confinement pour protéger les plus fragiles, notamment les personnes âgées, dont on sait qu'elles payent le plus lourd tribut. La moyenne d'âge des décès du Covid, c'est 84 ans, et on sait que plus de la moitié des décès sont des résidents d'EHPAD. Et cette crise, elle a tous les témoignages des directeurs d'établissements, que ce soit dans l'Essonne ou à Saint-Étienne, ou des responsables de services à domicile qu'on vient d'entendre dans cette table ronde, le confirment. Cette crise, elle a été un miroir grossissant des problématiques qui préexistaient, qui étaient celles qui avaient présidé à l'élaboration de cette réforme grand âge et autonomie. Et ça a été une sorte d'accélérateur de cette prise de conscience sur quelques points sur lesquels je veux revenir à l'instant, qui sont donc le retour d'expérience de ces acteurs de terrain et qui obligent aujourd'hui non seulement à adopter cette réforme grand âge et autonomie, mais à aller encore plus loin sur ceux des points qui ont été surlignés par la crise. Quels sont-ils? Le premier d'entre eux, c'est d'abord, disons-le, cette question du regard sur les personnes âgées. Alors, c'est peut-être un peu théorique, mais on était dans une problématique d'invisibilisation des personnes âgées. Vous savez, la vieillesse fait peur, le grand âge effraie et la dépendance terrifie encore plus. Et donc, on a une sorte de déni qui est d'abord un déni intime que chacun a de son propre vieillissement, qui se prolonge par un déni collectif et par un déni politique, qui explique que pendant longtemps, le sujet a été un petit peu écarté, alors qu'il nous pète à la figure, pardonnez-moi l'expression, alors qu'il est tonitruant. Acte 1, on ne peut pas se passer aujourd'hui d'une réflexion et d'une action sur cette transition démographique. Et je la compare, et j'utilise à dessein ce terme de transition démographique, avec les autres transitions qui sont, elles, sur la feuille de route et l'agenda de tous les décideurs politiques en France et à l'échelle du monde. La transition écologique, tout le monde a bien compris aujourd'hui que si on ne faisait rien maintenant, alors c'était la survie même de l'humanité qui était en péril. Ça fait des années que ce concept de transition écologique, de glissement, de changement de modèle, de changement de paradigme et dans les esprits et même dans les textes. Et tout le monde l'a bien compris, et tous les acteurs de la société, pas uniquement la puissance publique, les entreprises, les associations, les citoyens ont bien compris que chacun, par ses petits gestes du quotidien ou par les grandes décisions internationales ou intergouvernementales, est capable d'accompagner et de bien vivre cette transition écologique. Même chose pour la transition digitale. Le monde est bouleversé par l'irruption des nouvelles technologies, les smartphones, les applications, l'intelligence artificielle, le big data, et tous les acteurs économiques, politiques, sociaux, associatifs se posent la question de comment mon activité va être impactée. Cette troisième transition, qui est la transition démographique, qui est tout aussi prévisible et qui est tout aussi impactante. Je cite souvent Claude Lévi-Strauss, le grand anthropologue, qui, à la fin de sa vie, dans une conférence au Collège de France, avait dit que l'allongement de l'espérance de vie, en termes anthropologiques, est un phénomène aussi important que la sédentarisation au moment du néolithique. Vous savez, le moment où les hommes, les humains, ont arrêté d'être nomades et se sont sédentarisés, n'ont plus été des cueilleurs et des chasseurs nomades, mais ont commencé à s'installer et à cultiver la terre, à élever, et ça a donné lieu à l'agriculture et petit à petit à la civilisation sédentarisée, notamment urbaine. Donc quand on a cette alerte pour nous dire que c'est un phénomène, l'allongement de l'espérance de vie, cette longévité, aussi massif que la sédentarisation néolithique, ben, on devrait quand même en tirer quelques conséquences. Donc, acte 1, la question de la fragilité de cette place des personnes âgées, elle nous a explosé à la figure à nouveau à l'occasion de cette crise. Et moi, je ne souhaite pas que ce soit éphémère. On a déjà cette expérience, malheureusement. On avait déjà eu une alerte très forte. C'était la canicule de 2003.
19 000 morts en quelques semaines dans l'ensemble de la France. Quelques mesures qui ont été prises, qui étaient utiles et qui étaient nécessaires, mais pas le changement de braquet sociétal, civilisationnel, économique et social que cette situation appelait évidemment. Donc là, c'est le premier enseignement. On ne pourra pas échapper à une prise en compte de ce phénomène de la longévité et il faut le regarder les yeux dans les yeux et je serais tenté de dire coûte que coûte, pour reprendre l'expression du président de la République. Très concrètement, deuxième enseignement, et qu'est-ce que ça signifie et en quoi ça vient en résonance de ce que les acteurs de terrain nous ont dit à l'instant. La première des choses, c'est naturellement que l'ensemble des personnels et des équipes qui ont été mobilisés durant cette crise l'ont fait dans des conditions difficiles. On a parlé de l'épuisement des soignants, on a parlé de la pénurie de soignants, on a parlé des difficultés d'intervention. Acte 1, pour accompagner les personnes âgées et notamment celles qui sont en perte d'autonomie. Bien évidemment qu'il y a les acteurs de proximité, la famille, les proches aidants, je vais y revenir dans un instant, mais il y a une responsabilité de la puissance publique, il y a une responsabilité de la dépense publique, et il y a besoin de l'ensemble de ces acteurs. Et ce qu'on disait auparavant, avant cette crise, c'était à l'origine de la grève de 2018 dans les EHPAD, il n'y a pas suffisamment, et je reprends les termes de Philippe Marchand, le directeur de Saint-Étienne, de la Cité des aînés d'Aesio à Saint-Étienne, il conclut qu'il faut renforcer la présence médicale infirmière dans les établissements. Oui, 1000 fois oui. Il y a déjà un problème quantitatif. Aujourd'hui, il manque de personnel dans les établissements, il manque de personnel dans plusieurs services à domicile, et il y a un enjeu, donc il manque déjà aujourd'hui, il va y avoir l'explosion démographique qu'ont rappelé Christelle et Karine de l'EN3S, donc de toute façon, il va y avoir besoin de plus et mieux de ce personnel. Et il faut que ces métiers, et là je reprends les conclusions du rapport de Myriam El Khomri, un des enjeux centraux, c'est l'attractivité de ces métiers, c'est leur revalorisation salariale, c'est leur revalorisation statutaire, c'est le changement de mode de financement, notamment pour les services à domicile. Donc, c'est des chantiers qui sont présents depuis des années, mais que jamais personne n'a réellement voulu traiter, notamment parce qu'ils ont un impact budgétaire. Mais on ne pourra pas accompagner dignement le vieillissement de la population si on ne fait pas de ce secteur des métiers du grand âge, des métiers du lien, des métiers du soin, des métiers dont on a perçu qu'ils sont en première ligne, à très forte utilité sociale, mais qui, pourtant, même si on les a applaudis dans la première vague du confinement, n'ont pas aujourd'hui la juste reconnaissance. Et je voudrais alerter sur le fait que, par exemple, il y a eu des mesures positives dans le Ségur de la santé pour les personnels soignants relevant du financement de l'assurance maladie, mais dès qu'on revenait dans le champ du service de l'aide à domicile, on a bien vu qu'il a fallu discuter, négocier avec les départements, que les mesures sont très inégalitaires d'un département à l'autre, notamment sur la prime Covid. C'est peut-être symbolique, mais c'est très révélateur sur les disparités. Bref, deuxième enjeu, le pays ne pourra pas se passer d'un plan massif de recrutement, d'attractivité, de revalorisation salariale et statutaire sur l'ensemble de ces métiers du grand âge. Nous en avons besoin et cette crise l'a confirmé. C'est l'enjeu quantitatif. L'enjeu qualitatif, c'est qu'il faut également assumer une médicalisation, un besoin d'accompagnement sanitaire plus fort. C'est vrai notamment pour les EHPAD. Et c'était le deuxième point, le deuxième enseignement de cette crise et que l'ensemble des témoignages ont confirmé, c'est le nouveau modèle de l'EHPAD. On a beaucoup parlé des EHPAD comme jamais d'ailleurs depuis ces dernières années. C'était souvent quelque chose d'assez invisible, d'assez pas bien connu, d'assez pas bien identifié. Là, la crise a attiré bien évidemment les regards sur ce qui se passait dans les EHPAD, avec parfois, ça préexistait un peu auparavant, une forme d'EHPAD bashing. Vous savez, moi je dis souvent l'EHPAD, c'est un peu la mauvaise conscience de notre vieillissement. C'est-à-dire le regard qu'on a du mal à porter justement sur le vieillissement, on l'a délégué à l'EHPAD et quand ça ne va pas, eh ben, on le charge de tous les maux et on le rend responsable. Mais c'est nous collectivement, c'est la société dans son ensemble qui a défini ce modèle et qui n'est plus aujourd'hui adapté. On ne sait plus la maison de retraite d'il y a 20 ou 25 ans dans lequel des personnes y allaient parfois en situation d'autonomie pour rompre l'isolement. Aujourd'hui, on va en EHPAD de plus en plus tard pour une durée de plus en plus brève. Il faut assumer que si l'EHPAD doit rester un lieu de vie, c'est aussi un lieu de fin de vie pour beaucoup de ces résidents qui ont des besoins d'accompagnement médical très forts, qui n'est pas aujourd'hui présent.
ce que disait Philippe Marchand tout à l'heure est très vrai. Il n'y a pas suffisamment d'infirmières, notamment la nuit. Il n'y a pas suffisamment de médecins, de présence médicale présents dans les EHPAD. Et ça, c'est parce que le choix collectif, la dotation en soins, les contraintes, enfin, les objectifs de médicalisation ne sont pas à la hauteur. C'est le fameux ratio d'encadrement en termes de personnel soignant dans les maisons de retraite. Donc, le modèle de l'EHPAD doit changer. Il doit changer, y compris architecturalement. Et c'était très intéressant d'ailleurs que Philippe Marchand, à la Cité des Aînés, qui est un modèle inédit, nouveau, qui a été pensé, y compris en termes de design, avec les acteurs de proximité, notamment l'école de design de Saint-Étienne. Donc tout ça nous questionne sur quel est le modèle de l'EHPAD de demain. Alors, ça tombe bien, moi je participe aux travaux d'un think tank qui s'appelle Matière Grise, et on a lancé ces jours-ci une réflexion collective, et d'ailleurs on vous invite tous à y participer, allez sur le site matièregrise.fr, sur le modèle de l'EHPAD de demain, notamment le modèle organisationnel et le modèle architectural, et y compris le mode de fonctionnement, c'est-à-dire la difficile conciliation, et ça on l'a bien vu pendant la crise. Est-ce que l'EHPAD est un lieu de domicile? C'est présenté comme tel, c'est censé être le domicile de la personne, mais en même temps, on est dans un cadre collectif dans lequel il y a des règles, on prend les repas à telle heure, les visites sont autorisées à tel moment, et donc il y a une injonction un petit peu contradictoire. Lieu de vie, lieu domiciliaire, mais en même temps cadre collectif contraint par des ressources et des moyens qui sont parfois limités et qui imposent des règles. Est-ce que ça va pouvoir durer? Je n'y crois pas, y compris parce que demain, vous savez, les futurs résidents dans les EHPAD, ce seront les 68 arts qui se sont battus pour leur propre autonomie, leur libre choix jusqu'au bout. Et on commence à voir poindre ce mouvement en disant, attendez, moi, je veux aussi avoir le libre choix. Ça a été évoqué tout à l'heure par Nathalie Barthes sur l'émergence des questions éthiques dans cette crise, où on s'est dit, on ne va pas supporter d'avoir une stigmatisation du fait de mon état de santé ou du fait de mon âge. On appelle ça l'agisme, c'est cette discrimination liée à l'âge. Ça aussi, c'est des débats extrêmement forts qui sont apparus à l'occasion de cette crise. Donc, le modèle de l'EHPAD, il va aussi bouger, il va aussi changer, il doit changer, et il partira, ce changement, de l'expérience des acteurs de terrain. Il y a un autre élément qui est apparu dans la crise, et Nathalie Burka, la directrice des Magnolias, que je connais bien, puisque c'est un établissement qui est installé dans l'Essonne. J'y ai même inauguré certaines extensions. Et c'est un très bon modèle, je trouve, les Magnolias, qui a bien fonctionné durant la crise, mais qui est un peu le contre-exemple de ce qui n'a pas fonctionné à d'autres endroits. C'est-à-dire cette plateforme de ressources gérontologiques et gériatriques au service d'un territoire, un EHPAD ou d'un établissement hospitalier gériatrique qui n'est pas centré vers lui-même, mais qui se projette vers le territoire, qui articule hôpital de jour, accueil de jour, EHPAD, soins de suite, et y compris SIAD et services d'aide à domicile. On a besoin aujourd'hui de cette offre intégrée, de cette offre globale, de cette offre multifonction autour de la personne âgée elle-même. Et je pense que cet enjeu de coopération plus forte entre l'hôpital, entre le sanitaire et le médico-social, qui est un clivage terrible, dont on a vu que pendant la crise, il était problématique, quand les EHPAD nous disaient on n'arrive pas à joindre l'hôpital pour avoir une ressource médicale, des conseils, une prise en charge. Il a fallu mettre en urgence en place des hotlines gériatriques pour permettre aux 7000 EHPAD de France d'avoir accès à cette ressource et à ces conseils auprès du SAMU, auprès des hôpitaux. Ça aussi, c'est quelque chose qui doit changer, en finir avec ce clivage et réintégrer l'EHPAD et la sphère médico-sociale, l'adosser à la sphère sanitaire, parce qu'il faut bien être lucide qu'aujourd'hui, il y a des problématiques très sanitaires, très médicales qui se posent dans les EHPAD. Voilà quelques-uns des enseignements, en tous les cas immédiats, liés à cette crise. Maintenant, et je veux terminer par là, sur d'autres sujets qui ont été évoqués, sur lesquels moi j'ai travaillé pendant la crise, de mars à juillet à la demande d'Olivier Véran, qui est la question spécifique de l'isolement des personnes âgées, qui a été évoquée dans la plupart des interventions, notamment dans l'enquête que le Gérontopôle Auvergne-Rhône-Alpes a réalisée et que Nathalie Barthes a présenté. Et d'ailleurs, c'est aussi une des questions posées par Christelle et Karine. Je vous disais tout à l'heure, il y a quelques sujets qui ne pourront plus être oubliés. Celui-là en faisait partie. C'est-à-dire, quand on parlait grand âge et autonomie, on ne voyait pas la question de l'isolement des personnes âgées. On s'y intéressait peu. Il y avait des acteurs associatifs, je pense aux Petits Frères des Pauvres, à la Croix-Rouge, au réseau Mona Lisa, à la DMR, l'UNA, enfin toute une série, tous ceux qui sont au quotidien dans l'accompagnement des personnes âgées, notamment à domicile, qui voyaient bien que cette problématique existe. Enfin, chaque année, les Petits Frères des Pauvres nous disent 1 million de personnes âgées isolées en France, 300 000 en situation de mort sociale. C'est un sujet qu'on ne regardait pas. Avec le confinement, là aussi, ça nous a pété à la figure. Tout le monde
a ressenti dans sa chair les affres de l'isolement lié au confinement. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a des personnes âgées pour lesquelles le confinement, d'une certaine manière, c'est toute l'année, crise sanitaire ou pas. Et que donc, tous ces invisibles, tous ceux qu'on ne voyait pas trop, ça oblige à changer notre mode d'intervention. Et ce que la responsable de la CARSAT, Marie-Pierre Defillon, nous a raconté sur la multiplication des appels entrants et des appels sortants surtout, c'est-à-dire le aller vers la personne âgée, repérer les fragilités et le fait qu'on pérennise et qu'on maintienne ces actions, ça oblige à changer. Dans le rapport que moi j'ai formulé, j'insistais d'ailleurs sur les 6 leviers essentiels de la lutte contre l'isolement, enfin les 6 acteurs qu'il faut mobiliser. D'abord, et n'oublions jamais, les personnes âgées elles-mêmes. Il faut toujours commencer par entendre ce qu'elles ont à dire, leur ressenti. On ne peut pas faire contre elles, on ne peut pas faire sans elles. Donc, il faut partir de leurs besoins et de leur ressenti en matière d'isolement. Le deuxième acteur, c'est les aidants et les proches aidants qui ont été éloignés du fait du confinement, mais il y a déjà la problématique de l'accompagnement, de la reconnaissance des aidants, du soutien psychologique et aussi financier aux aidants. Il y a eu la mise en place récente du congé de proche aidant. Il est limité, c'est déjà un premier pas, il faudra qu'on se batte pour que son montant et sa durée soient augmentés. Les troisièmes acteurs essentiels sont les professionnels, ce que je disais tout à l'heure, du domicile comme des EHPAD, qui doivent intégrer le fait qu'ils sont des acteurs de la lutte contre l'isolement et que dans leur cœur de métier, il faut qu'on les forme, il faut qu'on les outille. On a par exemple beaucoup parlé, évoqué dans la table ronde le développement des outils numériques. On a vu que là où ils étaient déployés, ça fonctionnait bien. Là, il y avait des tablettes, là, il y avait l'habitude d'utiliser Skype, WhatsApp, etc. Il faut que les professionnels de l'aide à domicile, ils soient, par exemple, que tous les EHPAD soient aujourd'hui équipés en visio, en Wi-Fi. Malheureusement, il y a beaucoup d'EHPAD qui sont dans des zones blanches. Vous voyez, on a toute une série de sujets pour mobiliser les professionnels et faire en sorte qu'ils soient partie prenante de cette lutte contre l'isolement. Un quatrième acteur qui est essentiel, ce sont les associations, je les ai mentionnées. Et il faut pérenniser cette politique de lutte contre l'isolement et la structurer, notamment à l'échelle territoriale, parce que le vieillissement, c'est un phénomène de proximité. C'est pour ça que moi, je plaide pour que les maires qui ont été et sont encore aujourd'hui dans cette deuxième vague de confinement en première ligne, ils intègrent dans leur politique locale une politique de lutte contre l'isolement parce qu'eux, ils connaissent les bailleurs sociaux, les pharmaciens, les médecins, les associations, le CCS, le service d'aide à domicile, le CLIC, bref, tout cet écosystème qui fait parfois le parcours du combattant pour l'accompagnement des personnes âgées et qu'on assigne, qu'eux-mêmes s'auto-assignent cette mission de lutte contre l'isolement. On a produit à l'occasion de cette mission un guide méthodologique pour élaborer des coopérations locales qu'on a appelées veille sur l'isolement social des âgés. Bref, il faut systématiser cette politique locale et les maires le feront spontanément parce que je suis convaincu, ils sont en première ligne, ils connaissent. Une expression est venue dans le débat, le fait de dire qu'une partie des personnes âgées durant cette crise ont pris un coup de vieux. C'est vrai. Quand je parle avec des maires, ils me disent waouh, après le premier confinement, et même là aujourd'hui, parce qu'ils ont respecté les consignes, ils ont moins marché, ils sont moins sortis, on a tous vu, ils ont pris un coup de vieux, les personnes âgées, ils ont été plus sédentaires, ils se sont moins alimentés. J'en profite pour attirer l'attention sur un phénomène, oui, d'aggravation du fait du confinement, qui est la dénutrition, notamment la dénutrition des personnes âgées. Vient de se terminer en France la première semaine nationale de la dénutrition pour sensibiliser à cette maladie. J'ai participé à son organisation avec le collectif de lutte contre la dénutrition. Ça fait partie de ces sujets dont on ne parlait jamais, que le confinement, que la Covid, d'une certaine manière, a rendu indispensable de regarder. La sédentarité des personnes âgées, l'isolement, la dénutrition sont des conséquences amplifiées par le Covid parce qu'on reste chez soi, parce qu'on va moins au restaurant, de fait parce qu'ils sont fermés, parce qu'on a moins de repas familiaux, parce qu'on sort moins, parce qu'on marche moins, donc on a moins d'appétit. Donc ça fait participe de tous ces événements, de tous ces syndromes de glissement. Et oui, tout ça peut se construire et se mettre en place à l'échelle locale. Et le dernier acteur qui doit être mobilisé, c'est la puissance publique à l'échelle nationale, avec une structuration, je pense notamment à la CNSA, qui doit intégrer cette mission de lutte contre l'isolement. Voilà, à très, très rapide, mais on voit bien que c'est un spectre large, c'est un 360 global qui doit être appréhendé dans ces enseignements qu'on doit tirer de la Covid. Ce ne sera pas possible, ce sera vraiment mon mot de la fin, de recommencer comme avant. Voilà. Le 12 avril, le président de la République, quand il annonçait le déconfinement le 11 mai, il dit on va en tirer des conséquences. Il y aura des grandes mesures pour la santé, pour la recherche et pour les aînés. Le Ségur de la santé a eu lieu. La loi recherche a été votée.
La loi grand âge et autonomie, elle n'est pas encore sur la table. Elle est annoncée pour l'année prochaine. Il y a des rapports, celui que j'ai produit, il y en a même 6 au total, 411 propositions qui ont été mises sur la table, des rapports passionnants, celui de Dominique Libaud, de Myriam El Khomri, celui de la députée Audrey Dufeu sur les questions relatives justement à l'agisme et à la participation citoyenne des personnes âgées, celui de Denis Pifteau et de Jacques Wolfrom sur l'habitat inclusif, sur les nouvelles formes de chez-soi adaptées aux personnes fragiles, et puis celui de Laurent Vacher qui avait été missionné pour réfléchir aux modalités de financement de cette 5e branche. Bon, bref, on a de la matière. Un nouveau rapport qui vient d'être lancé hier ou avant-hier avec l'excellent Michel Laforcade, à nouveau sur les métiers du grand âge. Je crois que là, on a la matière. Maintenant, il faut voter cette loi, dégager les moyens, là aussi coûte que coûte, parce que ça nécessitera forcément des moyens. Ça nous oblige, les morts du Covid et les personnes âgées décédées du Covid nous obligent aujourd'hui à ce changement de braquet dans l'ensemble de la société. L'expérience des acteurs de terrain nous fournit les leviers et les outils pour le faire. Maintenant, il est temps d'agir. C'est le propre de l'action publique quand elle fait face à des enjeux aussi essentiels. En tous les cas, merci de nous avoir permis de contribuer aussi à cette réflexion, car comme le disaient Christelle et Karine, les 2 étudiantes de l'EN3S, la crise a accentué des situations de perte d'autonomie et nous oblige précisément à adapter les réponses que la société met en œuvre. Merci en tous les cas de m'avoir permis cet échange avec vous aujourd'hui.